Imaginez Paris au petit matin. Les rues pavées scintillent sous la lumière des réverbères, et l'air frais transporte un mélange de café et de boulangeries ouvertes tôt. Jacques Morel, impeccablement vêtu, traverse une rue bondée du centre-ville. Son rythme est d'habitude assuré, mais aujourd'hui, une contrariété inhabituelle le ralentit. Son berline de luxe, vieille de seulement 3 ans, a refusé de démarrer. Il n'a donc eu d'autre choix que de commander un taxi. Quelques minutes plus tard, un véhicule jaune et noir s'arrête devant lui. La conductrice, une jeune femme brune aux traits marqués par la détermination, lui adresse un léger sourire en ajustant le rétroviseur. Jacques, plongé dans son téléphone, ne remarque rien de particulier jusqu'à ce qu'un éclat de lumière attire son attention. C'est un reflet sur un bijou, un anneau en argent orné d'une rose gravée et d'un rubis au centre. Jacques sent son cœur s'arrêter une seconde. Ce n'est pas un anneau ordinaire. Il connaît ce bijou comme s'il l'avait lui-même forgé. Un souvenir le frappe de plein fouet. Un soir d'été, il y a 30 ans, il avait offert cette bague à Élise Rousseau, la femme qu'il n'avait jamais oubliée. Il l'observe dans le rétroviseur et sent un frisson lui parcourir l'échine. « Excusez-moi, mademoiselle, dit-il, la voix légèrement tremblante. Cet anneau, puis-je vous demander où vous l'avez obtenu ?» La conductrice, surprise, jette un coup d'œil à son passager. Elle hésite avant de répondre. « Il appartenait à ma mère. Elle me l'a donné pour mon 18e anniversaire. C'est l'un de ses biens les plus précieux. » Jacques déglutit difficilement. « Votre mère s'appelle-t-elle Élise Rousseau ?» L'expression de la jeune femme change. Elle ajuste son rétroviseur pour mieux observer Jacques. « Oui, vous la connaissez ?» Le monde de Jacques vacille. Cette conductrice, cet inconnu, pourrait être lié à Élise, à ce passé qu'il avait enfermé dans les profondeurs de sa mémoire. Il sent une urgence brûlante de poser davantage de questions, mais le poids de l'émotion l'empêche de trouver les mots. Le taxi arrive finalement à destination, l'imposante tour de bureau de Jacques, située dans le quartier chic de la Défense. Il descend du véhicule, mais son esprit est ailleurs. Tandis que le taxi s'éloigne, emportant avec lui cette jeune femme et le bijou qu'il a hanté pendant des décennies, Jacques reste planté sur le trottoir, incapable de bouger. Pour la première fois depuis des années, il se sent vulnérable, confronté à une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Avez-vous déjà vécu un moment où un détail insignifiant a complètement bouleversé votre journée? Partagez votre expérience dans les commentaires. Le poids de cette rencontre inattendue ne quitte pas Jacques Morel alors qu'il traverse le hall en marbre de son immeuble. Les salutations de ses employés, d'ordinaire accueillis avec un sourire distant mais courtois, semblent aujourd'hui glisser sur lui comme une pluie fine. Le reflet des grandes baies vitrées lui renvoie l'image d'un homme d'apparence impeccable, mais le trouble dans ses yeux le trahit. Comment cette jeune femme pouvait-elle porter l'anneau qu'il avait offert à Élise 30 ans plus tôt? Et pourquoi ce visage, pourtant inconnu, semblait-il lui parler d'un passé qu'il avait soigneusement enfoui? Alors qu'il s'installe à son bureau, un flot de souvenirs le submerge. Il revoit cet été à Aix-en-Provence, où il avait rencontré Élise Rousseau pour la première fois. Elle travaillait dans un petit café près de la faculté, et Jacques, encore étudiant en gestion, s'était pris d'un amour fou pour elle. Ses yeux clairs et son sourire sincère avaient percé les murailles de sa réserve naturelle. Chaque matin, il trouvait une excuse pour venir commander un café qu'il ne buvait jamais complètement, juste pour quelques instants passés à la regarder. Leur histoire avait grandi dans le secret, loin des attentes de la famille Morel, une des lignées les plus respectées de Paris. Henri Morel, la matriarche, était une femme d'acier, obsédée par le maintien de l'image et du prestige familial. Jacques, tout en sachant qu'Élise ne correspondait pas à leurs standards rigides, n'avait pas hésité à lui proposer un avenir ensemble. Il se souvient encore de la nuit où il lui avait offert l'anneau, symbole de son amour éternel. Sous un ciel étoilé, ils avaient juré de surmonter tous les obstacles. Mais la promesse n'avait pas tenu face à la dure réalité. Henri avait découvert leur liaison et avait agi rapidement. Jacques ne connaissait pas encore les détails exacts, mais il savait que sa mère avait manéuvré dans l'ombre. Un matin, Élise avait disparu, ne laissant qu'une note brève. « Je suis désolé, Jacques. Je ne peux pas continuer. » Cette rupture soudaine l'avait brisé, mais il s'était conformé à son rôle, suivant le chemin tracé par sa famille sans jamais regarder en arrière. Jusqu'à aujourd'hui. Jacques se lève brusquement de son fauteuil, le cœur battant à tout rompre. Il sait qu'il ne pourra pas avancer sans réponse. Qui est cette jeune femme, et pourquoi lui rappelle-t-elle tellement Élise? Un détail refuse de quitter son esprit. Ses yeux, cette même nuance claire et captivante qu'il avait admirée des années auparavant. Et si? Non, c'est impossible. Pourtant, il ne peut s'empêcher de se demander, est-il possible qu'il soit père sans le savoir? Ces questions le hantent alors qu'il fixe la ville animée au-delà de la vitre de son bureau. Les rues grouillantes de ville lui semblent maintenant pleines de mystères.
Une chose est certaine, il doit trouver Élise et comprendre ce qu'il s'est passé. Dans des moments comme celui-ci, avez-vous déjà ressenti que le passé pouvait revenir frapper à votre porte avec une force inattendue? Peut-être avez-vous vécu quelque chose de similaire ou connaissez-vous quelqu'un qui a vu son histoire réécrite par une simple coïncidence? Partagez vos pensées ci-dessous, chaque histoire a sa part de mystère à explorer. Jacques ne peut se résoudre à laisser les choses ainsi. Ce même après-midi, au lieu de plonger dans ses dossiers ou ses réunions, il commence à enquêter. Le logo de la compagnie de taxi, inscrit sur le reçu qu'il a précieusement gardé, lui offre un premier indice. Quelques appels suffisent à identifier la conductrice, Camille Rousseau. Ce nom résonne comme une mélodie familière dans son esprit, ravivant des souvenirs qu'il pensait éteints. Il hésite, le téléphone en main, avant de composer le numéro fourni par la compagnie. Après plusieurs sonneries, une voix féminine, calme mais légèrement méfiante, répond. « Oui, allô ?» Jacques prend une profonde inspiration avant de parler. « Mademoiselle Rousseau, je suis Jacques Morel. Nous nous sommes rencontrés ce matin, dans votre taxi. » Un silence suit. Il perçoit son hésitation à l'autre bout de la ligne. « Écoutez, je ne veux pas vous déranger, mais cet anneau que vous portiez, il a une grande importance pour moi. Pourriez-vous m'accorder un moment afin d'en parler ?» Après quelques instants de réflexion, Camille accepte de le rencontrer à la fin de son service. Le rendez-vous est fixé dans un café discret du Marais. Jacques arrive en avance, son esprit tourbillonnant d'interrogations. Quand Camille entre, vêtue de son uniforme simple, elle dégage une aura de force et de détermination. En s'asseyant face à lui, elle le fixe avec une curiosité mêlée de prudence. Jacques ne perd pas de temps. « Cet anneau, je l'ai offert à quelqu'un, il y a longtemps. Votre mère, Élise Rousseau. » À ces mots, le visage de Camille se durcit légèrement, comme si elle anticipait une conversation qu'elle aurait préféré éviter. « Oui, il lui appartenait, répond-elle sobrement. Elle me l'a donné quand j'ai eu 18 ans. Elle disait qu'il symbolisait quelque chose de précieux. » L'émotion envahit Jacques. « Et votre père ?» demande-t-il doucement, conscient de l'audace de sa question. Camille hausse les épaules. « Je ne l'ai jamais connu. Ma mère n'en parle presque jamais. Tout ce que je sais, c'est qu'ils étaient jeunes, et que leur histoire s'est terminée avant même que je naisse. » Ces paroles frappent Jacques comme un coup de tonnerre. Toutes les pièces du puzzle semblent s'emboîter. Camille, avec ses yeux clairs identiques à ceux d'Élise, son âge qui correspond parfaitement. Elle pourrait être sa fille. Mais comment confirmer une vérité si énorme? Et comment réagir à cette possibilité? Camille, voyant l'expression troublée de Jacques, s'appuie légèrement en avant. « Pourquoi cet anneau est-il si important pour vous ?» Jacques lève les yeux pour croiser les siens. « Parce qu'il représente une promesse que j'ai faite à votre mère. Une promesse que je n'ai jamais pu tenir. » Camille semble absorbée par ces mots, mais un appel sur son téléphone interrompt leur échange. « Je suis désolé, je dois y aller. » Avant de partir, elle laisse une réflexion en suspens. « Vous devriez parler à ma mère. Elle pourrait répondre à vos questions mieux que moi. » Alors qu'elle s'éloigne, Jacques reste assis, le cœur lourd mais déterminé. Élise. Le nom qu'il n'avait pas prononcé depuis des décennies est maintenant son seul fil conducteur pour comprendre ce qu'il s'est passé. Il sait qu'il doit la retrouver. Quand une rencontre inattendue bouleverse tout, cela vous pousse-t-il à chercher des réponses coûte que coûte? Avez-vous déjà eu une telle expérience, où le passé refait surface d'une manière imprévisible? Racontez vos moments dans les commentaires, ces échos du passé sont souvent des clés pour avancer. Jacques ne parvient pas à éteindre l'incendie d'émotions qui le consume. Il passe la nuit à remonter les traces d'Élise Rousseau, fouillant les recoins d'Internet, cherchant des indices sur sa vie après leur séparation. Mais les années ont effacé presque toutes les preuves de leur histoire. Les photos anciennes, les souvenirs gravés dans sa mémoire, reviennent en éclats douloureux, mais restent insuffisants pour répondre aux questions qui le hantent. Le lendemain matin, Jacques décide de prendre les choses en main. Il contacte un détective privé, un homme discret mais efficace, habitué à naviguer dans les méandres des secrets familiaux. En fournissant les quelques détails qu'il connaît, Jacques précise « Je veux tout savoir. Où elle vit, ce qu'elle fait, et surtout, si elle est heureuse. » L'attente lui semble interminable, mais à peine 48 heures plus tard, le détective revient avec des informations précises. Élise Rousseau vit à Montmartre, où elle gère un petit restaurant familial. Jacques ressent un mélange d'appréhension et de soulagement. Elle est toujours là, à Paris, si près et pourtant si éloignée. En fin de journée, il se rend au restaurant. La façade est modeste mais accueillante, ornée de plantes grimpantes et d'une enseigne en bois patiné par le temps. À travers la vitrine, il aperçoit Élise, penchée sur une table, discutant avec un serveur. Son cœur s'accélère. Elle n'a presque pas changé. Ses traits, bien que marqués par le temps,
conserve cette douceur qui l'avait fasciné autrefois. Jacques hésite un instant, puis pousse la porte. La petite cloche suspendue au-dessus de l'entrée teinte légèrement, attirant l'attention d'Élise. Elle lève les yeux et croise son regard. Une lueur de surprise traverse son visage avant qu'elle ne compose une expression neutre. « Jacques !» Sa voix est un mélange d'étonnement et de prudence. Il s'avance lentement, cherchant ses mots. « Bonjour, Élise. Cela fait longtemps. » La salle est presque vide, mais l'air semble chargé de tout ce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de se dire. « Oui, très longtemps, » répond-elle finalement, en le scrutant avec curiosité. Jacques ne perd pas de temps. J'ai pris un taxi il y a quelques jours, conduit par une jeune femme. Elle portait un anneau, l'anneau que je t'ai donné. Élise détourne légèrement le regard, comme si elle s'était préparée à ce moment toute sa vie. Camille, murmure-t-elle. C'est ma fille. Le mot « fille » flotte dans l'air, comme une révélation à la fois inespérée et dévastatrice. Jacques sent ses genoux faiblir. Alors c'est vrai? Camille est. Élise hoche la tête, ses yeux brillants d'émotion contenue. Oui, Jacques. Camille est ta fille. Un silence s'installe entre eux, brisé uniquement par le bruit des couverts dans la cuisine. Jacques se penche légèrement, cherchant des réponses dans son regard. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi es-tu parti sans un mot? Élise inspire profondément avant de répondre. Parce que je n'avais pas le choix. Ta mère, elle m'a menacé. Elle m'a fait comprendre que je n'avais pas ma place dans ton monde. Ces mots frappent Jacques comme un coup de poing. Il se rassoit, incapable de contenir le tumulte de colère et de regret qui le submerge. Tout ce qu'il croyait connaître sur cette époque s'écroule, laissant place à une réalité qu'il n'avait jamais envisagée. Avez-vous déjà découvert une vérité qui a bouleversé tout ce que vous pensiez savoir? Ces révélations nous rappellent que le passé peut encore façonner notre présent. Partagez vos réflexions et expériences, elles enrichissent toujours les histoires. Jacques reste figé, les mots d'Élise résonnant encore dans son esprit. Ta mère m'a menacé. Cette phrase brise l'image qu'il avait toujours eue de sa propre mère, Henri Morel, la femme imposante qui dirigeait leur famille avec une autorité inébranlable. Il se penche légèrement en avant, le regard sombre. Dis-moi plus, Élise. Je dois savoir. Qu'a-t-elle fait exactement? Élise hésite, son regard fuyant croisant les motifs usés de la nappe devant elle. Elle serre ses mains comme pour se donner du courage. Elle est venue me voir, un matin. Elle connaissait tout de moi, de ma famille, de nos faibles moyens. Elle a dit que si je ne te quittais pas, elle ferait en sorte de ruiner ma vie et celle de mes proches. Elle m'a présenté des preuves, des dossiers. Elle était convaincante, Jacques. Terriblement convaincante. Jacques serre les poings sous la table. Il se sent à la fois trahi et coupable. Comment avait-il pu ignorer à quel point sa mère pouvait être manipulatrice? Comment n'avait-il pas vu les signes? Et tu n'as rien dit, Élise. Pas un mot. Sa voix est lourde d'émotion, mêlant reproche et désespoir. Élise relève la tête, ses yeux brillants de larmes qu'elle refuse de laisser couler. Que voulais-tu que je fasse? J'avais 20 ans, Jacques. Je n'avais personne pour me soutenir. Je pensais te protéger. Protéger notre avenir et celui de Camille. Ce nom, prononcé avec tant de tendresse, fait vibrer quelque chose de profond en Jacques. Camille, murmure-t-il, comme s'il savourait chaque syllabe. Elle ne sait rien, n'est-ce pas? Élise secoue doucement la tête. Oh non, je n'ai jamais voulu qu'elle porte le poids de cette histoire. Elle sait que son père était un homme que j'ai aimé autrefois, mais je ne lui ai jamais dit ton nom. Une ombre traverse son visage. Jusqu'à récemment. Elle est rentrée du travail l'autre soir, bouleversée. Elle m'a parlé de toi. Jacques ferme les yeux un instant, essayant de contenir le tourbillon d'émotions en lui. Il ouvre la bouche pour parler, mais Élise le devance. Qu'est-ce que tu veux, Jacques? Pourquoi es-tu revenu maintenant? La question le prend au dépourvu. Il inspire profondément, cherchant à articuler ses pensées. Je ne savais rien. Rien de tout ça. Pas de toi. Pas de Camille. Si je l'avais su, Élise, crois-moi, j'aurais tout quitté pour vous deux. Un silence pesant s'installe. Élise le fixe, tentant de discerner la vérité dans ses paroles. Finalement, elle se détend légèrement, sa posture devenant moins défensive. Tu dis ça maintenant, mais tout a changé. Tu as ta vie, ta famille. Camille et moi avons la nôtre. Jacques secoue la tête avec véhémence. Oh non, Élise. Rien n'a changé. Tu es toujours la femme que j'ai aimée, et Camille. Il marque une pause, le poids de ses mots l'écrasant. Camille est ma fille. Je veux la connaître. Je veux faire partie de sa vie. Élise soupire, sa main glissant machinalement sur l'anneau qu'elle porte encore parfois, celui qu'il lui avait offert tant d'années auparavant. Camille est une femme forte, indépendante. Elle a grandi sans toi, Jacques.
Elle ne te doit rien. Jacques se redresse, une étincelle de détermination dans le regard. Je ne demande pas qu'elle me doive quoi que ce soit. Je veux juste être là pour elle, comme j'aurais dû l'être depuis le début. Élise observe Jacques un instant, cherchant peut-être à mesurer la sincérité de ses intentions. Très bien. Je ne peux pas t'en empêcher. Mais sois prudent, Jacques. Elle n'a jamais eu de père. Ne la blesse pas. Il hoche la tête, conscient de la gravité de cette mise en garde. Je ne ferai rien pour la blesser. Je te le promets. Alors qu'ils se séparent, Jacques sent un mélange de soulagement et de peur. La porte est ouverte, mais le chemin s'annonce difficile. Il se retourne une dernière fois, voyant Élise debout à la porte de son restaurant, le regard fixé sur lui. Un passé brisé, mais peut-être, juste peut-être, un avenir encore possible. Quand on découvre un lien oublié ou une vérité longtemps cachée, cela peut être une chance de reconstruire ou un risque de tout perdre. Pensez-vous que Jacques arrivera à recoller les morceaux de ce passé? Partagez vos impressions, vos pensées, ou vos histoires similaires dans les commentaires. Chaque récit éclaire des vérités cachées. Jacques retourne chez lui, le cœur lourd de révélations mais animé d'une détermination nouvelle. La Villa Morel, située dans un quartier chic de Neuilly-sur-Seine, respire l'opulence. Les immenses fenêtres laissent entrevoir des jardins parfaitement entretenus, symbole d'une vie organisée, contrôlée à l'image d'Henri Morel, la matriarche, dont l'ombre plane encore sur la maison. En entrant dans le grand hall, il est accueilli par Claire, sa femme depuis 15 ans. Élégante, impeccable dans un tailleur beige, elle remarque immédiatement son agitation. « Jacques, tu es étrange ces derniers jours. Quelque chose ne va pas ?» Sa voix est calme, mais il y a une pointe de suspicion dans son ton. Jacques inspire profondément. « Nous devons parler. » Il la conduit dans le salon, où les hautes bibliothèques et les fauteuils en cuir témoignent de leur statut. Claire s'assied, le dos droit, tandis que Jacques reste debout, les mains dans les poches, comme s'il redoutait sa propre confession. « J'ai découvert quelque chose, quelqu'un. » Claire fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Jacques hésite, mais décide d'aller droit au but. « J'ai une fille. » Les mots tombent comme une pierre dans une eau calme, provoquant une onde de choc immédiate. Claire se lève brusquement. « Une fille? Comment est-ce possible? Avec qui ?» Sa voix tremble légèrement, mélange d'incrédulité et de colère. Jacques explique alors, d'une voix calme mais emplie de remords, son histoire avec Élise Rousseau, leur amour de jeunesse et la manière dont sa mère avait orchestré leur séparation. Claire écoute, ses bras croisés, sa mâchoire serrée. « Et tu viens de le découvrir maintenant? Après tout ce temps ?» Jacques hoche la tête. « Oui. Camille, c'est son nom, ne savait pas non plus qui j'étais. C'est par pur hasard que nos chemins se sont croisés. » Il s'approche légèrement de Claire. « Je sais que c'est beaucoup à digérer, mais je dois faire ce qu'il faut. Elle mérite de savoir qui je suis. » Claire recule d'un pas, levant une main pour l'arrêter. « Et nous, Jacques? Que devient notre famille dans tout ça? Daniel et Louise ?» Elle mentionne leurs enfants avec une pointe de défi, comme pour lui rappeler ce qu'ils risquent de compromettre. Jacques prend une profonde inspiration. Il mérite de savoir aussi. Camille fait partie de cette famille, qu'on le veuille ou non. Je ne peux pas ignorer cela. La conversation est interrompue par la sonnerie du téléphone fixe. Claire, encore secouée, le prend avec un geste brusque. « C'est ta mère », annonce-t-elle en tendant l'appareil à Jacques. Il soupire et répond. « Oui, maman. » Henri Morel, à l'autre bout de la ligne, parle avec son ton habituel, ferme et autoritaire. « Jacques, on m'a rapporté que tu as été vu à Montmartre ces derniers jours. Puis-je savoir ce que tu fais là-bas ?» Jacques serre les dents. Bien sûr, sa mère a toujours su tout ce qui se passait dans sa vie, même après son émancipation. « Ce que je fais ne te regarde pas, » réplique-t-il avec froideur. Le silence à l'autre bout de la ligne est glacial. Puis la voix d'Henri reprend, chargée de reproches. « J'espère que tu ne fais pas quelque chose qui pourrait nuire à la réputation de notre famille, Jacques. Nous avons travaillé trop dur pour préserver notre nom. » Jacques ferme les yeux, luttant contre l'envie de crier. « Ce que je fais, maman, c'est rectifier une erreur vieille de 30 ans. Une erreur que tu as toi-même créée. » Henri reste muet un instant, mais sa réponse est tranchante. « Ne fais rien que tu pourrais regretter. » Jacques raccroche, le cœur battant. La confrontation avec sa mère sera inévitable, il le sait. Mais avant cela, il doit s'assurer que Claire comprenne et accepte la situation. « Claire, » dit-il doucement, en retournant vers elle. « Je sais que c'est dur, mais je ne te demande qu'une chose, de me soutenir dans cette démarche. Pas pour moi, mais pour Camille. » Elle n'a rien demandé de tout cela. Claire détourne le regard, son visage fermé, mais elle ne répond pas. Jacques sait qu'il devra lui laisser le temps.
Mais il est clair qu'il vient de déclencher une tempête qui touchera chaque membre de leur famille. Parfois, la vérité éclate comme une lame à double tranchant, coupant aussi bien le passé que le présent. Et vous, pensez-vous qu'il est possible de reconstruire des liens familiaux après tant d'années? Partagez vos pensées ou expériences dans les commentaires, car chaque histoire de réconciliation porte en elle une leçon précieuse. Les jours suivants, Jacques ne peut s'empêcher de repenser à chaque mot échangé avec Élise. Camille occupe toutes ses pensées, son regard clair et franc ne quittant plus son esprit. Il décide de passer à l'action. La timidité ou la peur n'ont jamais été ses alliés, et il ne compte pas commencer maintenant. Il récupère le numéro de téléphone de Camille grâce à une recherche minutieuse dans l'annuaire des employés de la compagnie de taxi. Après plusieurs tentatives pour trouver les bons mots, il compose son numéro, le cœur battant à un rythme inhabituellement rapide. À l'autre bout du fil, Camille répond d'un ton neutre. « Oui, allô ?» Jacques avale difficilement sa salive avant de parler. « Camille, c'est Jacques Morel. J'espère que je ne vous dérange pas, mais j'aimerais beaucoup vous revoir. J'ai des choses importantes à vous dire. » Le silence qui suit est lourd, presque assourdissant. « Pourquoi devrais-je accepter ?» finit-elle par répondre, sa voix teintée d'un mélange de défi et de méfiance. Jacques ferme les yeux, cherchant ses mots. « Parce que je pense que vous méritez de connaître la vérité. Sur moi, sur votre mère, et peut-être sur vous-même. » Une hésitation palpable traverse la ligne. Finalement, Camille accepte de le rencontrer à nouveau, cette fois dans un café en bord de Seine, loin des regards curieux. Jacques arrive en avance, comme toujours, observant les bateaux-mouches qui glissent doucement sur l'eau. Quand Camille arrive, elle est vêtue simplement, mais sa posture fière et déterminée la fait paraître plus imposante que n'importe quelle tenue de luxe. Elle s'assied en silence, croisant les bras comme pour se protéger. « Alors, qu'avez-vous à dire ?» Jacques, qui d'ordinaire contrôle chaque mot, chaque nuance de ses discours, se retrouve désarmé devant elle. « Camille, vous êtes ma fille. » Les mots sont dits, clairs et irrévocables. Camille reste immobile, son visage ne trahissant aucune émotion. « Et alors ?» demande-t-elle finalement, son ton tranchant. Jacques est surpris par sa froideur. « Je sais que cela ne change rien pour vous. Mais pour moi, cela change tout. Pendant 30 ans, j'ai vécu dans l'ignorance de votre existence. Si j'avais su... » Il s'interrompt, cherchant à contenir l'émotion qui menace de l'envahir. « Si j'avais su, j'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour être là pour vous et votre mère. » Camille le fixe, ses yeux perçants cherchant la moindre trace de duplicité. « Vous dites cela maintenant, mais qu'est-ce que cela signifie pour moi? J'ai grandi sans père. J'ai appris à me débrouiller seul, à soutenir ma mère. Vous arrivez après tout ce temps, et vous pensez pouvoir tout changer? » Jacques secoue la tête. « Je ne veux rien changer. Je veux simplement apprendre à vous connaître. Vous avez construit votre vie, et je respecte cela. Mais je crois que nous méritons une chance de rattraper ce que nous avons perdu. » Leur conversation s'étire, chaque mot pesant comme une pierre jetée dans un lac calme. Camille, bien que toujours sur la défensive, ne peut ignorer l'honnêteté dans les paroles de Jacques. « Vous ne savez rien de moi, » murmure-t-elle enfin, ses yeux se baissant un instant. « Rien de ma vie, de mes combats. » Jacques hoche lentement la tête. « Alors, dites-moi. Je veux tout savoir. » Il passe 1 heure à parler, ou plutôt à ce que Jacques écoute Camille raconter des bribes de sa vie. Son enfance à Montmartre, ses études interrompues pour aider Élise, son travail comme conductrice pour payer son diplôme en administration. Chaque détail l'impressionne davantage, mais aussi le remplit de regrets. Cette vie qu'elle a menée seule aurait pu être tellement différente avec son soutien. Alors qu'il se prépare à partir, Jacques se risque à poser une dernière question. « Me laisserez-vous une autre chance ? Pas comme un père imposé, mais comme quelqu'un qui veut être là pour vous, si vous le permettez. » Camille réfléchit un moment, puis soupire. « Je ne promets rien, mais je ne ferme pas la porte. » Jacques esquisse un sourire discret, reconnaissant pour cette petite victoire. Parfois, la première étape vers la réconciliation est la plus difficile, mais elle est essentielle. La vie nous offre parfois des opportunités inattendues de réparer des relations perdues. Avez-vous déjà tenté de reconstruire un lien avec quelqu'un que vous aviez perdu de vue? Partagez vos histoires dans les commentaires, car chaque pas vers la réconciliation est une victoire en soi. Camille rentre chez elle après son rendez-vous avec Jacques, l'esprit tourmenté. Les révélations de la journée tournent en boucle dans sa tête. Sa mère, Élise, est en train de ranger la salle du petit restaurant lorsque Camille pousse la porte. Le bruit familier de la clochette fait lever la tête d'Élise, qui remarque immédiatement la tension dans le visage de sa fille. « Comment s'est passé ton rendez-vous » demande Élise, posant son torchon sur le comptoir. Camille hésite un instant, mais finit par lâcher. « Il a dit qu'il était mon père. » Sa voix est calme,
mais ces mots portent un poids qui remplit l'air de la pièce. Élise reste immobile, son visage perdant légèrement de sa couleur. Elle savait que ce moment arriverait, mais cela ne le rend pas plus facile. Il te l'a dit, alors? Murmure Élise, ses doigts se serrant nerveusement. Camille s'avance, croisant les bras. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui? Pourquoi je n'ai jamais su? Élise baisse les yeux, cherchant ses mots. Je voulais te protéger, Camille. Ce monde, sa famille, il n'était pas fait pour nous. Protéger de quoi? Réplique Camille, sa voix montant légèrement. De mon propre père? De quelqu'un qui aurait pu être là pour nous aider quand on galérait? Les larmes montent aux yeux d'Élise, mais elle reste forte. Ce n'était pas si simple. Tu ne connais pas Henri Morel, sa mère. Elle m'a menacé, Camille. Elle savait tout sur moi, sur ma famille. Elle m'a dit que si je ne disparaissais pas, elle détruirait ma vie. Elle avait les moyens de le faire. Camille recule, choquée par cette révélation. Sa mère? Tu veux dire que c'est elle qui t'a forcé à partir? Élise hoche la tête. Oui. Jacques ne savait rien. J'ai laissé une lettre, mais je n'ai jamais pu lui dire la vérité. Il aurait tout abandonné pour moi, mais je ne voulais pas qu'il sacrifie sa vie pour nous. Camille se laisse tomber sur une chaise, le souffle court. Cette image qu'elle s'était construite de son père absent commence à s'effriter. Alors, tu ne m'as pas dit pour lui, pour nous protéger, mais aussi pour le protéger, lui. Élise s'assoit en face de Camille, prenant ses mains dans les siennes. Oui, et je sais que c'est difficile à comprendre, mais à l'époque, c'était la seule chose que je pouvais faire. J'étais jeune, seul et terrifié. Camille reste silencieuse un moment, son regard fixé sur un point invisible. Finalement, elle soupire profondément. Il m'a dit qu'il voulait être là pour moi maintenant. Que tout ce qu'il demande, c'est une chance de nous connaître. Élise serre un peu plus les mains de Camille. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Camille hésite, les émotions se bousculant en elle. Je ne sais pas. Une partie de moi veut lui donner cette chance. Mais une autre a du mal à oublier qu'il n'a jamais été là, même si ce n'était pas de sa faute. Élise hoche doucement la tête. Tu as le droit de prendre ton temps. Ne te sens pas obligé de lui ouvrir ton cœur immédiatement. Mais si tu choisis de le laisser entrer, fais-le pour toi, pas pour lui. Les deux femmes restent un moment silencieuses, partageant un mélange de tristesse et de compréhension. Camille se lève finalement. Je vais réfléchir. Merci de m'avoir tout raconté. J'avais besoin de savoir. Élise la regarde partir, son cœur lourd mais soulagé. Elle sait que la route sera longue, mais elle a confiance en la force de sa fille. Quand les secrets du passé surgissent, ils nous forcent souvent à revoir tout ce que nous pensions savoir. Et vous, avez-vous déjà découvert un secret familial qui a changé votre perspective? Partagez vos expériences, car parfois, mettre des mots sur ces histoires aide à y voir plus clair. Dans le grand bureau de Jacques Morel, situé dans une tour moderne surplombant Paris, une réunion tendue se déroule. Autour de la table, les membres influents de la direction de son entreprise discutent de divers projets, mais un sujet non évoqué occupe leurs pensées, Camille. La nouvelle que Jacques pourrait reconnaître publiquement une fille issue d'une relation passée commence à circuler, et l'idée trouble certains d'entre eux. Paul Chevalier, un homme d'une cinquantaine d'années au sourire calculé, se penche légèrement en avant. Jacques, il y a des rumeurs qui circulent. Devons-nous nous inquiéter pour l'image de la société? Son ton est poli, mais le sous-entendu est clair. Jacques, jusqu'alors concentré sur un rapport, lève les yeux. Et quelle rumeur serait si inquiétante, Paul? Sa voix est calme, mais son regard est perçant. Paul esquisse un sourire prudent. Disons simplement qu'une révélation publique pourrait avoir un impact sur notre position dans certains cercles. Vous savez à quel point nos investisseurs sont sensibles à la stabilité. Jacques se redresse, croisant les bras. À la stabilité, Paul, ne se mesure pas par des ragots. Elle repose sur la solidité de notre travail. Je vous assure que mes affaires personnelles n'affecteront en rien la gestion de cette entreprise. Paul se tait, mais son regard montre qu'il n'est pas convaincu. Dans l'ombre, il a commencé à rallier d'autres membres du conseil à ses côtés, utilisant l'incertitude autour de Camille pour semer des doutes sur la capacité de Jacques à maintenir son leadership. Pendant ce temps, Camille continue sa routine de conductrice de taxi, mais elle sent le poids croissant de cette nouvelle réalité. Depuis leur dernière rencontre, Jacques lui a envoyé des messages sporadiques, respectant sa demande d'espace, mais insistant doucement sur son désir de la revoir. Un soir, alors qu'elle termine une course, elle s'arrête dans un café discret pour se réchauffer. À peine a-t-elle pris place qu'une silhouette familière entre, Paul Chevalier. Il semble surpris de la voir, mais un sourire glacial se dessine rapidement sur ses lèvres. Camille Rousseau, je présume. Elle fronce les sourcils, méfiante. Oui, c'est moi.
Et vous êtes? Paul Chevalier. Je travaille avec Jacques Morel. Il s'assied sans invitation, son ton faussement amical. J'ai entendu parler de votre situation. Une belle surprise pour tout le monde, n'est-ce pas? Camille le fixe, sentant que ses intentions ne sont pas aussi innocentes qu'il veut le faire croire. Qu'est-ce que vous voulez? Paul s'appuie sur la table, ses yeux brillant d'un mélange de curiosité et de condescendance. Disons simplement que j'aime être bien informé. Vous savez, entrer dans une famille comme celle des Morel peut être compliqué. Ce n'est pas un monde facile, Camille. Elle reste impassible, mais son esprit tourne. Et pourquoi cela vous intéresse-t-il? Paul esquisse un sourire. Parce que je veux m'assurer que tout le monde comprend les enjeux. Parfois, le passé est mieux laissé derrière. Sa remarque sonne comme un avertissement déguisé. Camille ne se laisse pas intimider. Elle se penche légèrement en avant. Si vous essayez de me faire peur, vous perdez votre temps. Jacques est peut-être votre patron, mais il est aussi mon père, qu'il vous plaise ou non. Paul hausse les sourcils, impressionné par sa répartie. Très bien, Camille. Considérez cela comme un conseil amical. Prenez soin de vous. Il se lève, ajustant son manteau avant de partir. Camille reste assise, le cœur battant, mais fière de ne pas avoir reculé face à cet homme. Dans sa maison de Neuilly, Jacques rentre tard ce soir-là. Claire, assise dans le salon, l'attend avec un verre de vin. On murmure des choses dans les cercles sociaux, dit-elle d'une voix douce mais tendue. Des gens commencent à poser des questions. Jacques pose son manteau, épuisé. Ce ne sont que des murmures. Ils finiront par se taire. Claire le regarde, une ombre de tristesse dans les yeux. Jacques, je ne te demande pas d'abandonner Camille, mais réfléchis à ce que cela pourrait coûter. Pas seulement à toi, mais à nous, à nos enfants. Il s'approche d'elle, posant une main sur son épaule. Je comprends tes craintes, Claire, mais Camille fait partie de ma vie maintenant. Je ne peux pas l'ignorer, tout comme je ne vous ignorerai jamais, toi et les enfants. Claire détourne le regard, son silence plus éloquent que ses mots. Jacques sait qu'il marche sur une corde raide, mais il ne reculera pas. Parfois, défendre ce qui est juste peut déclencher des conflits inattendus. Et vous, seriez-vous prêt à affronter des pressions pour protéger vos liens familiaux? Partagez vos réflexions, car chaque bataille pour la vérité mérite d'être entendue. Quelques jours plus tard, Jacques décide qu'il est temps d'intégrer doucement Camille dans sa vie de famille. Un dimanche après-midi, il l'invitait à déjeuner dans la villa de Neuilly. La proposition a été reçue avec un mélange d'appréhension et de curiosité par Camille. C'est une grande étape, lui avait dit Élise la veille. Mais fais-le à ton rythme. Quand Camille arrive devant la demeure imposante, elle ressent un léger vertige. L'élégance intimidante de la maison contraste fortement avec la simplicité de son appartement et de son quotidien à Montmartre. Elle hésite un instant avant de sonner. Jacques ouvre lui-même la porte, un sourire chaleureux éclairant son visage. Merci d'être venu. Je suis heureux que tu sois là. Camille entre, observant chaque détail, le parquet parfaitement ciré, les œuvres d'art accrochées au mur, et la lumière naturelle qui inonde le vaste hall. Belle maison, dit-elle simplement, un mélange de sincérité et de nervosité dans la voix. Dans le salon, Claire l'attend, assise sur un canapé blanc immaculé. Son expression est polie, mais ses yeux trahissent une certaine réserve. Bonjour, Camille, dit-elle, se levant pour lui tendre la main. Bienvenue chez nous. Camille répond avec un sourire léger, serrant la main tendue. Merci de m'accueillir. Deux enfants apparaissent alors en courant dans la pièce. Daniel, 10 ans, et Louise, 7 ans, s'arrêtent brusquement en voyant Camille. C'est elle? Demande Daniel à haute voix, ignorant le regard réprobateur de sa mère. Oui, Daniel, répond Jacques avec douceur. Camille est ta grande sœur. Les enfants la fixent avec curiosité, mais sans animosité. Louise, plus timide, se cache partiellement derrière sa mère, tandis que Daniel s'approche. Tu es vraiment ma sœur? Demande-t-il, les yeux brillants de fascination. Camille sourit. Oui, je crois que oui. Le déjeuner se déroule dans un mélange d'harmonie fragile et de moments de tension subtile. Jacques s'efforce de maintenir la conversation fluide, posant des questions à Camille sur sa vie, son travail et ses études. Claire, bien que courtoise, intervient rarement, se contentant de jouer avec son verre d'eau. Daniel, quant à lui, bombarde Camille de questions. Tu conduis vraiment un taxi? Est-ce que c'est amusant? Est-ce que tu pourrais m'emmener un jour? Camille rit, ses nerfs se relâchant légèrement. Peut-être, si tes parents sont d'accord. Louise, jusque-là silencieuse, murmure timidement. Est-ce que tu joues avec des poupées? Camille sourit et se penche légèrement vers elle. Quand j'avais ton âge, oui. Mais maintenant, je suis plus doué pour les jeux de société.
Louise esquisse un sourire timide, comme si une connexion venait de naître. Après le repas, Jacques propose une promenade dans le jardin. Camille observe les enfants jouer, les éclats de rire de Daniel et Louise résonnant dans l'air frais. Jacques se tient à côté d'elle. Ce n'était pas parfait, mais c'est un début, dit-il doucement. Camille acquiesce. Ils sont adorables. Ils méritent de savoir la vérité, même si ça prendra du temps pour tout comprendre. Jacques la regarde, ému par sa maturité. Merci, Camille. Merci de leur donner une chance. Et de m'en donner une aussi. En quittant la villa, Camille est submergée par un mélange d'émotions. Elle a apprécié les moments partagés avec ses demi-frères et sœurs, mais elle sent aussi le poids des attentes. Ce monde est si différent du sien, et elle ne sait pas encore si elle pourra y trouver sa place. Chaque nouvelle relation apporte son lot de défis et d'opportunités. Et vous, comment réagiriez-vous en rencontrant une famille que vous n'aviez jamais connue? Partagez vos réflexions, car ces instants de découverte peuvent souvent révéler des forces insoupçonnées. Le lendemain de ce déjeuner mémorable, Camille retourne à sa routine de conductrice de taxi, mais ses pensées restent focalisées sur les événements récents. Elle rejoue dans sa tête les échanges avec Daniel et Louise, le sourire prudent de Claire, et surtout, la sincérité apparente de Jacques. Malgré ses doutes, elle commence à envisager que ce lien familial, bien qu'imparfait, pourrait évoluer vers quelque chose de précieux. Mais sa vie est loin de se limiter à ces nouvelles dynamiques. Ce matin-là, elle reçoit un appel inattendu de Jacques. « Camille, je sais que tu jongles déjà avec beaucoup de choses, mais j'aimerais te proposer quelque chose. Pourquoi ne viendrais-tu pas travailler dans ma société ?» Camille reste silencieuse, surprise par la proposition. « Travailler pour toi? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. » Jacques insiste, sa voix pleine d'encouragement. « Écoute, je ne te demande pas de devenir une héritière ou de porter un nom que tu ne veux pas. Mais tu as un diplôme en administration et une expérience de terrain précieuse. Ta perspective pourrait apporter beaucoup à notre équipe. » Après quelques secondes de réflexion, Camille accepte d'assister à une réunion d'introduction, plus par curiosité que par véritable envie. Elle veut voir ce monde où Jacques évolue depuis des décennies, ce milieu qu'il a en partie éloigné de sa mère. Le jour de la réunion, Camille entre dans les bureaux de l'entreprise, un bâtiment imposant au cœur de Paris. L'atmosphère est feutrée, le sol brille comme un miroir, et les employés se déplacent avec une précision presque chorégraphiée. Jacques l'attend à l'accueil et lui offre un sourire chaleureux. « Bienvenue !» Il la guide vers une salle de conférence où une poignée de cadres supérieurs sont rassemblés, dont Paul Chevalier, toujours aussi calculateur. Jacques fait les présentations, mais Camille ressent immédiatement une tension dans l'air. Paul, s'exprimant avec une fausse bienveillance, prend la parole. « Alors, Camille, Jacques nous dit que vous avez une expérience dans la gestion logistique. C'est intéressant. Pouvez-vous nous en dire plus ?» Camille, consciente du ton condescendant, relève légèrement le menton. « Je gère une flotte de taxis à Paris. Cela implique la planification des itinéraires, la gestion des horaires et la résolution de problèmes en temps réel. Ce n'est peut-être pas aussi sophistiqué que ce que vous faites ici, mais c'est efficace. » Son assurance semble surprendre certains cadres, mais Paul ne perd pas son sourire calculé. « Fascinant. Bien sûr, travailler ici implique des échelles un peu différentes. Mais nous sommes curieux de voir ce que vous pouvez apporter. » Jacques intervient, coupant court à toute autre tentative de commentaire désobligeant. « Camille est ici pour observer et apprendre à connaître notre fonctionnement. Je suis certain que sa vision pratique sera un atout. » La réunion se poursuit, mais Camille sent les regards sceptiques de Paul et de ses alliés. Malgré cela, elle garde la tête haute, déterminée à prouver qu'elle peut s'intégrer dans ce monde, même si elle sait qu'elle devra se battre pour se faire accepter. Plus tard, Jacques la raccompagne jusqu'à l'entrée. « Tu t'en es bien sorti, » dit-il avec un sourire sincère. « Ils ne te faciliteront pas la tâche, mais je sais que tu es plus forte qu'ils ne le pensent. » Camille hoche la tête, un mélange de gratitude et de détermination dans les yeux. « Je ne m'attends pas à ce qu'ils m'acceptent tout de suite. Mais je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour voir si je peux apporter quelque chose. » Alors qu'elle s'éloigne, Jacques la regarde avec une fierté croissante. Il sait que Camille, malgré les obstacles, a le potentiel pour transformer non seulement sa propre vie, mais aussi l'avenir de leur famille. Naviguer entre deux mondes peut être un défi immense, surtout lorsqu'ils semblent opposés. Et vous, comment trouveriez-vous votre place dans une situation où tout semble vous mettre au défi? Partagez vos histoires ou vos pensées, car chaque expérience peut inspirer ceux qui traversent des épreuves similaires. Jacques sait qu'il ne peut plus retarder l'inévitable. Depuis qu'il a appris la vérité sur les manigances de sa mère, Henri Morel, qui ont séparé Élise et lui, une colère sourde brûle en lui. Les révélations d'Élise l'ont blessé profondément,
mais elles ont aussi renforcé sa détermination. Il est temps de demander des comptes. Un soir, il se rend dans l'imposant appartement de sa mère, situé dans un immeuble haussmannien dominant le 16e arrondissement. Le concierge le reconnaît immédiatement et lui ouvre la porte sans poser de questions. Henri, toujours impeccable malgré ses 75 ans, l'accueille dans son salon décoré avec un goût irréprochable. « Jacques, quelle surprise !» Sa voix est calme, mais son regard perçant devine que cette visite n'est pas anodine. Jacques ne perd pas de temps. Il s'avance, les épaules tendues, et fixe sa mère. « Je sais tout, maman. Sur Élise. Sur ce que tu as fait pour nous séparer. » Henri hausse légèrement un sourcil, mais ne montre aucun signe de culpabilité. Elle pose son verre de vin sur une petite table en marbre et croise les mains sur ses genoux. « Je vois qu'Élise a été bavarde. J'imagine qu'elle t'a raconté sa version des faits. » Sa version. Jacques éclate, sa voix résonnant dans le salon. Elle n'a pas eu besoin de déformer quoi que ce soit. Tu l'as menacée, tu as manipulé sa vie pour qu'elle disparaisse. Et à cause de toi, je n'ai pas connu ma propre fille pendant 28 ans. Henri reste impassible, comme si ses accusations glissaient sur elle. Jacques, tu étais jeune, idéaliste. Elle n'était pas pour toi. Tu avais un avenir prometteur, une famille à diriger, un empire à construire. Élise aurait été un obstacle. Jacques serre les poings, sa colère bouillonnant. Ce n'était pas à toi de décider. Tu as détruit quelque chose de précieux pour moi, pour elle, et tu l'as fait sans te soucier des conséquences. Henri se lève lentement, sa silhouette droite dégageant toujours cette autorité qui avait façonné son fils. J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger notre famille. Tu n'as pas idée des sacrifices que j'ai dû faire pour maintenir notre position. Sacrifices? Jacques rit amèrement. Ce que tu as fait, c'est sacrifier notre humanité. Tu as brisé des vies pour préserver une façade. Mais maintenant, je ne laisserai plus rien ni personne contrôler ma vie. Camille est ma fille, et je vais la reconnaître publiquement. Que cela te plaise ou non. Henri le fixe, ses yeux s'assombrissant légèrement. Et tu es prêt à mettre en péril tout ce que nous avons construit pour une conductrice de taxi. Jacques avance d'un pas, son regard planté dans celui de sa mère. Camille est bien plus qu'une conductrice de taxi. Elle est intelligente, déterminée, et a réalisé bien plus sans nous que beaucoup de ceux que tu as toujours estimés. Je suis fier d'elle. Et si cela signifie affronter ton jugement ou celui de la société, alors sois. Henri reste silencieuse un instant, son visage une énigme. Puis elle soupire, se tournant vers la grande fenêtre qui donne sur la tour Eiffel illuminée. Tu fais une grave erreur, Jacques. Les gens comme elle, ils ne comprennent pas ce que signifie vivre dans notre monde. Peut-être que ce monde n'en vaut pas la peine, rétorque Jacques, la voix tremblante d'émotion. Peut-être qu'il est temps de le changer. De retour chez lui, Jacques se sent épuisé mais soulagé. Il sait que cette confrontation avec sa mère marque un tournant. Claire l'attend dans le salon, un livre ouvert sur ses genoux. Elle lève les yeux en le voyant entrer. « Tu lui as parlé, n'est-ce pas ?» Jacques hoche la tête et s'assied près d'elle. « Oui, elle ne changera pas, mais ça n'a plus d'importance. Je ne peux plus vivre dans ses ombres. Camille mérite mieux, et moi aussi. » Claire l'observe, son regard adoucissant ses traits. « Tu fais ce que tu penses être juste, Jacques. Mais sois prêt, cela ne sera pas sans conséquence. » Jacques acquiesce. « Peu importe, je suis prêt à affronter ce qui viendra. » Parfois, confronter son passé est la seule manière de construire un avenir. Et vous, avez-vous déjà dû affronter quelqu'un pour défendre ce qui vous tient à cœur? Partagez vos histoires, car ces batailles personnelles nous rappellent notre force intérieure. Le lendemain matin, Jacques arrive tôt à son bureau, conscient que les décisions qu'il s'apprête à prendre auront des répercussions considérables. Depuis la confrontation avec sa mère, une résolution nouvelle l'habite, reconnaître publiquement Camille comme sa fille. Mais il sait qu'avant cela, il doit faire face à un autre défi, celui de gagner sa place dans un monde d'affaires où le moindre faux pas est exploité. Camille, de son côté, a accepté de revenir dans les bureaux de l'entreprise pour une réunion. Jacques l'a personnellement invitée à assister à une présentation importante sur un projet en cours. Bien qu'encore hésitante, elle sent que refuser cette opportunité serait une erreur. Dans la salle de conférence, les membres du conseil se réunissent, et parmi eux, Paul Chevalier affiche son sourire habituel, prêt à semer des doutes dès qu'il en aura l'occasion. Jacques entre avec Camille à ses côtés, attirant immédiatement l'attention de tous. Un murmure discret traverse la pièce. Jacques, imperturbable, prend la parole. « Merci d'être tous ici. Avant de commencer, je voudrais introduire une nouvelle venue. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de Camille Rousseau. Elle travaillera avec nous en tant que consultante sur les projets logistiques. Sa voix est calme et ferme,
empêchant toute objection immédiate. Paul ne perd pas de temps pour intervenir. Jacques, avec tout le respect que je vous dois, pensez-vous qu'intégrer quelqu'un sans expérience dans notre domaine soit une décision judicieuse? Jacques fixe Paul, son regard tranchant. Camille possède une expérience de terrain que beaucoup ici n'ont pas. Elle a géré des équipes, résolu des problèmes en temps réel, et elle a une perspective que nous manquons souvent. Je suis convaincu qu'elle apportera une contribution précieuse. Camille, bien qu'impressionnée par la défense de son père, ne reste pas silencieuse. Je ne suis pas ici pour remplacer qui que ce soit ou pour prouver que je suis meilleur. Je veux seulement apprendre et voir si je peux apporter une valeur ajoutée. Si cela ne fonctionne pas, je partirai. Cette réponse directe surprend plusieurs membres présents. Même Paul semble momentanément désarçonné, mais il se contente de sourire en coin. Très bien. Voyons comment cela se passe. Après la réunion, Jacques et Camille s'installent dans son bureau. Camille regarde les gratte-ciel par la fenêtre, pensive. Ce n'est pas mon monde, murmure-t-elle. Jacques s'approche, posant une main rassurante sur son épaule. Je sais que cela peut être intimidant. Mais tu es capable, Camille. Tu as prouvé que tu pouvais affronter bien pire. Camille se tourne vers lui, un sourire léger mais sincère sur les lèvres. Merci. Ce n'est pas facile, mais je vais essayer. Jacques hoche la tête, une fierté visible dans ses yeux. C'est tout ce que je demande. Essaie. Cependant, dans l'ombre, Paul commence à agir. Il rassemble quelques alliés parmi les membres du conseil, semant des doutes sur l'intégration de Camille et la décision de Jacques de la mettre en avant. Il commence aussi à fouiller dans les dossiers financiers, cherchant la moindre irrégularité pour affaiblir Jacques et, par extension, Camille. De retour chez elle ce soir-là, Camille réfléchit à la journée. Malgré les regards sceptiques et la tension palpable, elle sent qu'elle a fait un premier pas important. Mais elle sait aussi qu'elle devra faire face à de nombreux obstacles pour se faire accepter. Tout cela la pousse à se demander si elle est prête à s'engager dans ce combat. Parfois, il faut affronter les regards sceptiques pour découvrir sa propre force. Et vous, avez-vous déjà dû prouver votre valeur dans un environnement hostile? Partagez vos expériences ou vos réflexions, car chaque chemin vers l'acceptation commence par un premier pas courageux. Le dîner de famille organisé par Jacques marque un moment crucial dans la vie de la famille Morel. Ce soir-là, tous les membres importants sont présents. Claire, Daniel, Louise, Camille, et même Henri Morel, la matriarche, que Jacques a insisté pour inviter. La tension dans l'air est presque palpable. Camille, bien que réticente à partager une table avec Henri, accepte par respect pour Jacques. La salle à manger, d'une élégance austère, semble trop grande pour accueillir ces conversations lourdes de sous-entendus. Jacques, debout en bout de table, fait teinter son verre pour demander le silence. Merci à tous d'être venus ce soir. J'ai des choses importantes à partager avec vous. Tous les regards se tournent vers lui. Camille, assise en bout de table à l'opposé de Jacques, observe attentivement, sentant que quelque chose de significatif est sur le point de se produire. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, j'ai découvert une vérité qui a bouleversé ma vie. Une vérité que je dois non seulement accepter, mais aussi embrasser pleinement. Il marque une pause, jetant un coup d'œil vers Camille. Camille Rousseau est ma fille. Le silence qui suit est presque assourdissant. Claire, bien que préparée à cette déclaration, garde un visage neutre, mais ses mains serrées sur ses genoux trahissent sa nervosité. Daniel et Louise échangent des regards curieux, mais sans réelle compréhension de l'impact de cette annonce. Henri, quant à elle, reste immobile, sa mâchoire crispée, ses yeux rivés sur Jacques. J'ai passé trop de temps à ignorer ce qui est juste, poursuit Jacques, sa voix empreinte de conviction. Camille mérite d'être reconnue comme membre de cette famille. Je ne laisserai pas les erreurs du passé continuer à nous diviser. Henri se redresse légèrement, son regard devenant plus perçant. Jacques, réfléchis bien à ce que tu fais. Cette décision n'affecte pas seulement toi, mais tout ce que nous avons bâti. Jacques, pour la première fois de sa vie, tient tête à sa mère sans hésitation. Ce que nous avons bâti n'a aucun sens si cela repose sur le mensonge et l'exclusion. Camille est ici, et elle fait partie de ma vie, que cela te plaise ou non. Camille, touchée par les paroles de Jacques, décide d'intervenir. Elle se lève lentement, attirant l'attention de tous. Je n'ai jamais demandé à être reconnue ou à faire partie de ce monde. Mais je ne vais pas non plus me laisser repousser. Jacques a été honnête avec moi, et je suis ici pour lui, pas pour votre acceptation ou votre jugement. La force dans sa voix impressionne même Henri, bien que cette dernière ne montre aucun signe extérieur. Très bien, dit Henri finalement, d'un ton glacé. Si c'est ton choix, Jacques, tu devras vivre avec les conséquences. Henri se lève, quittant la table avec une dignité froide, mais le message est clair, elle ne soutiendra pas cette décision.
Après le départ d'Henri, une atmosphère plus détendue s'installe. Daniel et Louise, malgré leur jeune âge, se rapprochent de Camille. Daniel pose des questions naïves mais sincères sur sa vie, tandis que Louise, encouragée par Camille, rit doucement à quelques anecdotes. Claire, bien que réservée, semble commencer à accepter la réalité. Elle s'adresse à Camille avant la fin de la soirée. Ce ne sera pas facile, mais peut-être qu'avec le temps, nous pourrons trouver un équilibre. Camille acquiesce, reconnaissante pour cette petite ouverture. Jacques, quant à lui, ressent un mélange de soulagement et de fierté. Malgré les conflits, un premier pas a été franchi. Parfois, se tenir debout face à une opposition familiale demande un courage immense, mais c'est souvent le premier pas vers un changement durable. Avez-vous déjà dû défendre une relation ou une vérité importante malgré les obstacles? Partagez vos pensées ou expériences, car chaque histoire de résilience peut inspirer ceux qui traversent des épreuves similaires. Quelques semaines après le dîner familial, une nouvelle dynamique commence à se dessiner dans la vie de Jacques et Camille. Bien que les tensions avec Henri soient toujours présentes, Jacques a fait de son mieux pour protéger Camille des remarques acides et des manipulations de sa mère. Il sait que le chemin vers l'acceptation complète sera long, mais il est prêt à le parcourir. Camille, quant à elle, s'adapte progressivement à ce nouvel univers. Elle continue à travailler en tant que consultante dans l'entreprise familiale, malgré les regards sceptiques de certains collègues. Son travail acharné et ses idées novatrices commencent à attirer l'attention, y compris celle de Jacques, qui ne peut cacher sa fierté. Un après-midi, alors qu'ils déjeunent ensemble dans un café près des bureaux, Jacques propose quelque chose qui surprend Camille. « Je pensais, peut-être pourrions-nous organiser un dîner à Montmartre, chez ta mère, avec Daniel et Louise. » Camille le regarde, hésitant un instant. « Tu veux vraiment qu'il rencontre maman ?» Jacques sourit doucement. « Bien sûr. Élise fait partie de ta vie, et donc de la mienne maintenant. Et je pense qu'il est temps que les enfants la connaissent. » Touché par cette proposition, Camille accepte. Quelques jours plus tard, le petit restaurant d'Élise accueille une scène inattendue. Daniel et Louise, curieux et enthousiastes, découvrent l'univers chaleureux et modeste où Camille a grandi. Élise, bien que nerveuse, s'efforce de rendre ce moment agréable, et les rires spontanés des enfants allègent l'atmosphère. Claire, bien qu'un peu en retrait, fait un effort sincère pour s'intégrer. À un moment donné, elle complimente Élise sur son restaurant. « C'est charmant. Je comprends pourquoi Camille y est si attachée. » Élise, surprise mais reconnaissante, répond avec un sourire sincère. « Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. » De retour au travail, Camille découvre qu'un projet sur lequel elle a travaillé a été présenté à l'un des plus grands clients de l'entreprise. Jacques, en apprenant la nouvelle, convoque une réunion pour féliciter son équipe, mais il s'adresse particulièrement à Camille. Son apport a été essentiel pour ce succès. Je suis fier de voir comment elle s'intègre à notre vision. Même Paul Chevalier, bien que toujours réservé, semble incapable de contester son mérite. Camille, cependant, reste humble. Merci, mais cela n'aurait pas été possible sans le soutien de l'équipe. Plus tard, dans son bureau, Jacques réfléchit à tout ce qui s'est passé depuis qu'il a croisé Camille pour la première fois dans ce taxi. Sa vie a changé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il pense à Élise, à Camille, et à tout ce qu'il a perdu, mais aussi à tout ce qu'il a regagné. Il décide de prendre son téléphone et appelle Élise. « J'aimerais te voir, dit-il simplement. » Elle hésite, mais finit par accepter. Quelques jours plus tard, il se retrouve dans le restaurant de Montmartre, après la fermeture. Jacques, avec une sincérité qu'il n'a peut-être jamais exprimée auparavant, lui confie « J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je veux avancer. Pas seulement pour Camille, mais aussi pour toi. » Élise le regarde, son expression un mélange d'émotion et de prudence. « Nous avons beaucoup à reconstruire, Jacques. Mais peut-être que, cette fois, nous pouvons essayer. » Dans les mois qui suivent, Camille trouve sa place, non seulement dans l'entreprise, mais aussi dans la famille. Daniel et Louise l'adorent, Jacques continue de la soutenir, et même Claire, bien qu'encore distante par moments, fait preuve de tolérance. Henri, quant à elle, reste une figure froide, mais son influence semble diminuer au fil du temps. Camille, en regardant tout ce qui a changé dans sa vie, se surprend à se sentir chez elle dans un monde qui lui semblait autrefois inaccessible. Mais elle sait que ce n'est pas la richesse ou le prestige qui compte, c'est le lien qu'elle a construit avec son père, sa mère et ses nouveaux frères et sœurs. Quand les liens familiaux sont reconstruits, ils peuvent devenir plus forts que jamais. Et vous, avez-vous déjà réussi à transformer une relation difficile en quelque chose de positif? Racontez vos histoires ou vos réflexions, car chaque expérience de réconciliation est une lumière pour ceux qui cherchent leur chemin.